Ces diapositives sont très intéressantes. En 1982, le professeur Alf Brinster de l'Université de Pennsylvanie a pris le gène de l'hormone de croissance humaine et l'a transféré sur une souris. L'expérience a été un succès. Voici la souris ayant reçu le fameux gène. Elle est beaucoup plus grosse que sa congénère. Cette expérience a suscité beaucoup de craintes et a fait la une des magazines comme le New York Times. Quelques mois plus tard, les gens ont dit « C'est intéressant, mais à quoi peut servir une souris énorme ?» C'est vrai qu'il y a de quoi effrayer les gens. Et puis, une souris énorme, ce n'est pas très utile. C'est alors que le département de l'agriculture américain a décidé de réaliser la même expérience, cette fois sur des porcs. Je me suis renseigné auprès du département de l'agriculture et voici ce qu'ils ont fait. Le professeur Vernon Purcell, financé par les dollars des contribuables américains, peu de contribuables le savent, a pris le gène de l'hormone de croissance humaine et l'a transféré dans les cellules de ce porc. Comme vous pouvez le constater, il y a un problème. Contrairement à la souris, le porc a mal réagi. Il souffrait de strabisme, avait des pattes énormes qui le rendaient impotent et sa musculature était surdéveloppée. Pour le photographier, il a fallu le poser contre cette planche de bois parce qu'il ne tenait pas debout. Je vous laisse imaginer les souffrances endurées par cet animal. Voici une autre expérience. Les scientifiques ont pris la peau d'une vache et ont essayé de voir si un porc génétiquement modifié pouvait produire la même peau, probablement pour rendre son abattage plus rentable. Ils ont donc créé un porc avec une peau de vache. Les chercheurs en étaient très fiers. L'une des choses fondamentales qu'il faut comprendre concernant le génie génétique, c'est que ces gens disent « on ne va pas changer la technologie pour qu'elle s'adapte au vivant, mais on va changer le vivant pour qu'il s'adapte à la technologie ». Prenez l'élevage industriel. L'un des problèmes des éleveurs avec les poules est qu'elles possèdent un instinct maternel et veulent par conséquent couver leurs œufs. Ils ont donc supprimé l'instinct maternel chez les poules pour qu'elles arrêtent de couver leurs œufs. Elles sont ainsi mieux adaptées à l'élevage industriel. Les scientifiques ont supprimé l'instinct maternel de ces poules pour qu'elles s'adaptent à la technologie. Le milieu des années 80 voit éclore ce qui ressemble à un nouvel âge d'or pour la science. La technologie génétique apparaît comme le moyen d'assujettir enfin la Terre et ses créatures. Soudain, tout semble possible. Les scientifiques créent des poules sans plumes et des moutons sans laine, ce qui doit faciliter le travail après l'abattage des animaux, des vaches qui donnent plus de lait, des chèvres qui produisent de la soie. Ils se mettent même à rêver d'animaux donneurs d'organes vivants.
Pourtant, la plupart des expériences sont des échecs et ne sortent pas des laboratoires. Non seulement leurs résultats déçoivent les attentes des chercheurs, mais certains animaux souffrent de malformations ou ne sont pas viables. La recherche sur les poissons est particulièrement féconde. Le fait qu'il s'agit d'espèces à génération courte et que les centaines de milliers d'œufs se développent en dehors de la femelle permet aux scientifiques de mettre plus rapidement en application leurs découvertes. Une société canadienne, Aqua Bounty Farms, est sur le point d'obtenir l'autorisation de commercialiser ces saumons transgéniques. 6 fois plus gros que leurs congénères sauvages, ces poissons mettent 2 fois moins de temps pour arriver à maturité. Aqua Bounty Farms est une petite société de recherche et de développement. Nous n'avons encore commercialisé aucun de nos produits. Nos recherches concernent diverses applications de la biotechnologie à la pisciculture. Nous sommes quasiment la seule société opérant dans ce domaine. Voici la photo de 3 poissons issus de la même lignée. Celui-ci est transgénique, les 2 autres non. Ils ont environ 1 an. Vous pouvez constater que le poisson transgénique s'est développé extrêmement rapidement au début de son cycle de vie. Alors que ces 2 congénères sont tout juste prêts à rejoindre la mer, lui est déjà presque arrivé à maturité au bout d'1 an. Go transgenic seedling. Go 4.97 kilograms. This is the same salmon. Il s'agit du même saumon à 18 mois. Sa croissance a été extrêmement rapide. Le saumon actuel n'est pas suffisamment rentable. Il n'est pas assez gros et ne se développe pas assez rapidement. On le modifie en lui injectant des gènes étrangers afin de gagner davantage d'argent. C'est une image incroyable. Il y a évidemment des considérations financières pour l'éleveur. Il est plus rentable d'élever des saumons sur une durée plus courte. Mais l'impact sur l'environnement n'est pas négligeable non plus. En réduisant le temps d'élevage, on diminue le volume de matière fécale et de nourriture non consommée qui se dépose au fond des bassins. Qui plus est, en restant moins longtemps dans l'eau, ces saumons sont moins exposés aux maladies et risquent donc moins d'en contracter. C'est une technologie qui ne peut pas coexister avec la nature. Elle agresse, pollue, contamine et finit par détruire les espèces naturelles. Que ce soit pour les plantes ou les animaux, il n'y a pas de coexistence possible. Il est fondamental de comprendre ça si l'on veut poser le débat. Notre objectif ultime n'est pas le saumon. Le saumon n'est qu'une première étape. Les espèces qui nous intéressent et sur lesquelles nous travaillons actuellement dans nos laboratoires sont le tilapia et la carpe. Ces poissons sont très consommés en Chine et en Afrique. Il sera bientôt difficile de fournir la population mondiale en protéines marines. Cela ne concernera pas seulement des produits coûteux comme la truite ou le saumon, mais également des produits très consommés dans le tiers-monde, comme le tilapia ou la carpe. C'est sur ces produits que nous travaillons actuellement. Ils devraient être commercialisés d'ici une dizaine d'années. Voilà donc l'objectif ultime, l'énorme marché du sud-est asiatique. Aqua Bounty Farms est sur le point de produire et de vendre des œufs traités avec le gène de l'hormone de croissance. La société réalise elle-même les quelques tests de sécurité nécessaires à l'autorisation de mise sur le marché. Ni les scientifiques indépendants ni les consommateurs n'ont un droit de regard sur ces expériences tenues secrètes. Selon quelques communications isolées, les poissons transgéniques seraient particulièrement agressifs, souffriraient de malformations internes et externes et auraient une durée de vie plus courte que leurs congénères sauvages. Ces expériences ne seraient donc guère plus probantes que celles menées sur les porcs, les vaches ou les chèvres. En dépit des craintes des consommateurs, les poissons génétiquement modifiés ne devraient pas tarder à se retrouver dans nos assiettes. Une opposition se manifeste plus rapidement que pour les cultures transgéniques. Les céréales génétiquement modifiées, autorisées depuis 1996 comme le colza, le maïs ou le soja,
continuent d'être commercialisés sans aucun étiquetage. Que ce soit au supermarché ou au restaurant, les consommateurs n'ont aucun moyen de les distinguer des cultures conventionnelles. Je boycotte ces poissons, car tenir un restaurant de fruits de mer induit des responsabilités. Nous avons ouvert ce restaurant il y a 6 ans. Nous cuisinons beaucoup de poissons. Notre chiffre d'affaires s'élève à 12 millions de dollars par an. Nos choix ont donc un impact sur de nombreux domaines, notamment sur les marchés. Si nous décidons de ne pas acheter et de ne pas cuisiner certains poissons, cela a des répercussions importantes. Cela montre bien que les chefs cuisiniers et les restaurateurs font office en quelque sorte de garde-fous. Il est de leur responsabilité de savoir ce qui se passe dans l'alimentation. C'est très compliqué, surtout aux États-Unis, où l'étiquetage est quasi inexistant, en particulier sur le poisson. Les consommateurs n'ont pas le temps. Quand ils font leurs courses ou vont au restaurant, ils sont pressés, ils n'ont pas envie de lire de longues explications. C'est donc la responsabilité des chefs cuisiniers et des restaurateurs de s'informer sur la nourriture qu'ils vendent, comment elle a été produite, ce qu'elle contient, ce qu'elle ne contient pas, si elle est bonne pour la santé, pour l'environnement. Ce n'est qu'après cela que nous décidons de ce qui figurera sur la carte, et plus important encore, de ce qui n'y figurera pas. Le poisson transgénique me paraît assez effrayant. Nous possédons très peu d'informations à son sujet, alors que les questions sont nombreuses. Nous ignorons quels seront les effets sur les consommateurs et aussi sur les océans. On ne peut pas autoriser sa commercialisation et attendre de voir quelles en seront les conséquences. Cela touche l'océan. C'est quelque chose d'irréversible. Une fois que ces poissons se seront mélangés aux poissons sauvages, il sera trop tard. C'est quelque chose de très sérieux. Quant à savoir si l'on peut trouver des poissons transgéniques sur le marché, je crois savoir que l'Agence américaine pour la sécurité alimentaire, la FDA, étudie actuellement l'autorisation de mise sur le marché. C'est une décision difficile car il y a peu d'expérience ayant démontré la nocivité du poisson transgénique pour la santé. De plus, les inquiétudes concernant l'impact sur l'environnement sont grandes. Si un poisson transgénique s'échappe, et ils le feront tous un jour, ces animaux sont nés pour s'échapper, quel sera l'impact sur les poissons sauvages? Les poissons transgéniques ont une croissance plus rapide, ils sont plus forts et ont un avantage énorme sur leurs congénères sauvages. Nous ignorons quelles seront les conséquences pour nos enfants et petits-enfants. Il faut que le gouvernement soit plus impliqué et au minimum impose un étiquetage, que l'on sache ce qu'il y a dans nos assiettes. Être obligé de travailler dans l'ignorance est injuste. On veut savoir, mais le gouvernement ne coopère pas et nous sommes tous victimes de l'industrie alimentaire. L'étiquetage ne répond pas juste au droit de savoir. Il est le seul moyen d'obtenir une traçabilité des aliments génétiquement modifiés. Imaginez que vous soyez une mère et que vous nourrissiez votre bébé avec du soja génétiquement modifié, mais qui n'est pas étiqueté comme tel. Si votre bébé fait une réaction allergique, vous ne saurez pas si c'est dû à un OGM ou non, parce que l'étiquette ne précisera pas qu'il s'agit de soja OGM. Vous ne pourrez pas en informer votre docteur qui lui-même ne pourra pas le signaler. Si nous n'avons pas trouvé d'effets secondaires des OGM sur la santé, c'est que la traçabilité est rendue impossible par l'absence d'étiquetage. L'étiquetage est essentiel si l'on veut aider les professionnels à constater les effets sanitaires des aliments génétiquement modifiés et à obliger les sociétés qui produisent ces aliments à reconnaître leurs responsabilités. Ces sociétés ont horreur de l'étiquetage parce qu'elles ne veulent pas que les consommateurs soient informés. Ainsi, elles échappent à leurs responsabilités et interdisent toute traçabilité concernant d'éventuels effets sanitaires. L'importance de l'étiquetage est donc triple. Les effets sur l'homme des aliments génétiquement modifiés ont été jusqu'à présent très peu étudiés,
bien qu'on les trouve dans les rayons des supermarchés depuis 1996, du moins aux États-Unis. Rares sont les scientifiques prêts à étudier leurs effets sur la santé, tant ce travail est long et difficile. Nous voici à Tromsø, en Norvège, à 400 km au nord du cercle polaire. C'est ici que Terje Travik, un des rares scientifiques à ne pas travailler pour l'industrie, étudie les effets des aliments génétiquement modifiés sur la santé des hommes et des animaux. When an organism, like fish, is eating genetically modified, Quand un organisme comme le poisson est nourri avec des aliments génétiquement modifiés, on ignore quels sont les effets sur le reste de la chaîne alimentaire. On ne sait pas dans quelle mesure ces aliments ont modifié le poisson. On ne sait pas non plus quelle est la teneur en ADN génétiquement modifié encore présent dans le poisson quand celui-ci est consommé, ni dans quelle mesure l'homme est exposé à ces aliments génétiquement modifiés. Aucune expérience n'a été menée pour évaluer ce qui se passe dans ce cas. À présent, nous allons dans le laboratoire d'expérimentation animale. Nous nourrissons des rats avec des aliments génétiquement modifiés et des constructions d'ADN. C'est dans cette pièce que vivent les rats. Ils sont très bien nourris, ils ont la belle vie. Je vous présente nos assistants. Cette expérience est unique, car il s'agit de la première expérience visant à détecter tous les caractères présents chez ces rats et absents chez les rats témoins. Cela permettra d'établir les conséquences de ces aliments sur la santé, comme d'éventuels dysfonctionnements des organes, par exemple. Comme vous le savez certainement, quantité d'hommes et d'animaux domestiques dans le monde se nourrissent déjà d'aliments génétiquement modifiés ou issus de cultures génétiquement modifiées. In addition to that, the intended use in humans and domestic animals, of course, as you will know, Qui plus est, nombre d'animaux que nous consommons sont nourris avec des cultures fourragères génétiquement modifiées. Et nous ignorons tout de leur effet sur les organismes. La situation actuelle a été très bien résumée par le titre d'un article de mon collègue José Domingo, paru dans Science. Effets sanitaires des aliments OGM. Beaucoup d'opinions, mais peu de données. Nous sacrifions les rats, puis nous congelons leurs organes à très basse température. Nous analysons ces organes et observons si l'ADN étranger est parvenu jusqu'à eux et dans quel état il se trouve. Des expériences sur des souris menées par le professeur Walter Dörfel à Cologne ont montré que certains types d'ADN étrangers étaient encore présents dans les organismes. L'ADN étranger avait touché les organes internes et s'était même inséré dans l'ADN des souris. Si c'était confirmé, cela pourrait entraîner toute une série de conséquences indésirables sur la santé. Les aliments génétiquement modifiés sont commercialisés aux États-Unis depuis 1996 et consommés par des millions d'Américains. Voilà qui ressemble à une gigantesque expérimentation humaine, sauf qu'elle se fait sans groupe témoin.
Aucune expérience n'a comparé un groupe d'hommes ayant consommé des aliments génétiquement modifiés avec un autre groupe n'en ayant pas consommé. On ignore si ces aliments génétiquement modifiés ont des effets sur notre santé, et si oui, lesquels. L'augmentation des maladies chroniques et l'affaiblissement du système immunitaire sont-ils causés par les OGM? Certains scientifiques le supposent. À l'université de Purdue, dans l'Indiana, Bill Muir et Rick Howard effectuent un véritable travail de pionnier en étudiant les effets de l'accouplement des poissons transgéniques avec leurs congénères sauvages. Afin d'assurer leur indépendance vis-à-vis de l'industrie, ces chercheurs élèvent eux-mêmes des poissons transgéniques. Nous avons créé de nombreux animaux transgéniques, y compris des animaux très consommés. Les poissons destinés à la consommation ont fait l'objet de nombreuses études. Nous avons créé entre 15 et 20 espèces transgéniques, comme le saumon, le tilapia ou la carpe. Nous avons donc les laboratoires, les compétences et l'expérience permettant d'étudier les éventuels problèmes posés par les poissons transgéniques. Qui plus est, ces résultats sont transposables aux porcs, aux vaches, aux plantes ou à tout autre organisme, car tous partagent des caractéristiques biologiques communes. Pour créer un poisson transgénique, nous utilisons des œufs récemment fécondés, en général depuis moins de 5 minutes. Nous les apportons dans ce laboratoire et procédons à ce qu'on appelle une micro-injection. Nous injectons dans ces œufs des milliers de copies de segments d'ADN contenant le gène qui nous intéresse. En l'occurrence, il s'agit ici du gène de l'hormone de croissance du saumon et du promoteur du gène. In this case a salmon growth hormone gene, as well as a promoter that turns that gene on. And we're inserting that into a tilapia. Nous les injectons dans l'œuf d'un tilapia récemment fécondé. So what our student has here Notre étudiant a déposé les œufs sur une lamelle et avec une aiguille en verre extrêmement fine contenant de l'ADN, transperce leur membrane. And he'll put that needle right up to the egg membrane. And then, ensuite, grâce à la pression de l'air, il injecte l'ADN dans les œufs. La suite n'est qu'une affaire de chance. Si le segment d'ADN est bien placé, il est incorporé au chromosome de l'organisme, ce qui produira un poisson transgénique. Mais cela n'arrive que dans 2 à 5% des cas. Il faut donc recommencer l'expérience très souvent. Nous prenons des gènes humains et nous les transférons dans des cellules de poissons. Nous mélangeons le patrimoine génétique de l'ensemble du monde vivant. Nous modifions de façon irréversible le patrimoine génétique du règne animal. Et qui décide de tout ça ? Permanently of the entire animal kingdom, and who's deciding? You know, in our Congress here. Au Congrès américain et partout dans le monde, on vote toutes sortes de lois. Des lois sur les impôts, le travail. Mais que peut-il y avoir de plus important que de décider du futur génétique de notre planète ? Or, nous ne légiférons pas sur cela. Une poignée de scientifiques, d'organismes de contrôle et d'entreprises nous imposent ces technologies, mais il n'y a ni référendum ni élection à ce sujet, bien que ce soit un thème fondamental pour notre démocratie. La démocratie passe par la législation. La technologie passe par la législation. La technologie est à la base de presque tous les changements sociaux majeurs, mais nous ne légiférons pas dessus. Nous légiférons surtout sur la bombe atomique, sur l'automobile, mais pas sur le fait de transférer des gènes humains sur des animaux.
Seule une poignée de scientifiques, d'industriels et d'instances de régulation décident pour nous. Or, ceci est une question fondamentale à laquelle nous devons répondre. Nous ne pouvons plus laisser une poignée de gens décider pour nous de questions qui auront des répercussions pendant au moins un millénaire. La technologie déterminera notre avenir et nous avons besoin de légiférer là-dessus. Nous avons besoin d'être informés et de faire des choix. Anne Kapuczynski, qui travaille à l'Université du Minnesota à Minneapolis, mène un combat solitaire comparable à celui d'Andrew Kimbrell. Inquiète de voir que les tests d'autorisation de mise sur le marché étaient tenus secrets, elle a commencé à mener ses propres expérimentations. Elle étudie le comportement des poissons transgéniques créés par Bill Mior et Rick Howard. Dans un hangar désaffecté de l'université, elle essaye de simuler, à l'aide de réservoirs et d'aquariums, un écosystème le plus réaliste possible. Il y a quelques poissons là. Et les gars, à table. Ils sont vraiment paresseux comparés aux truites ou aux saumons qui sautent toujours comme des fous. Mais bon, ce sont des poissons tropicaux. Ils ont l'habitude de se la couler douce. Sa réputation de scientifique indépendante est parvenue jusqu'en Thaïlande. Là-bas, l'industrie brûle de conquérir le marché du sud-est asiatique avec le tilapia génétiquement modifié, un poisson particulièrement apprécié en Asie. L'industrie submerge le gouvernement thaïlandais de demandes d'autorisation de mise sur le marché pour pouvoir commercialiser ces poissons transgéniques plus vite qu'aux États-Unis. Le gouvernement thaïlandais craignait de ne pas être suffisamment équipé pour examiner cette demande d'autorisation et évaluer les risques sanitaires. Il ne savait pas s'il devait autoriser ou non la vente de ces poissons. Il a même demandé aux industriels de ne pas déposer de demande d'autorisation, tant il était dans le flou. Pressée par le temps, Anne Kapuczynski élabore, seule avec une collègue thaïlandaise, un rapport sur les éventuels risques pour l'environnement de la commercialisation des poissons transgéniques. À l'instar des conséquences sur la santé des consommateurs, les effets éventuels sur l'environnement n'ont pas été suffisamment étudiés. Au cas où le gouvernement thaïlandais autoriserait l'élevage du tilapia transgénique et où celui-ci s'échapperait des fermes piscicoles, ce qui paraît inéluctable, la question est de savoir si les nuisances provoquées par leur dissémination dans le milieu naturel seraient plus importantes que celles provoquées par des tilapias provenant d'élevages non transgéniques. Afin d'étudier les facteurs de risque, Anne Kapuczynski travaille sur des poissons japonais de petite taille qui se reproduisent rapidement. Plusieurs milliers de poissons sont ainsi mesurés et photographiés. Leurs œufs sont comptés et leur comportement au moment de l'accouplement étudié. Un mâle transgénique avec une femelle sauvage, un mâle sauvage avec une femelle sauvage, deux mâles et une femelle, qui l'emportent. Quelle descendance est la plus résistante? Un travail qui ne rapportera ni gloire ni argent à ces scientifiques, qui ne comptent ni leurs heures supplémentaires, ni leurs week-ends sacrifiés. Last night we put this fish trap in the tank. La nuit dernière, nous avons posé dans ce bassin un piège afin de récolter un échantillon de la population mixte. Il y a 6 mois, nous avons relâché des poissons transgéniques dans ce bassin qui contient des poissons sauvages de la même espèce. Ce sont des poissons Medaka. Ils viennent du Japon. Nous avons choisi cette espèce car ils peuvent se reproduire dès l'âge de 2 mois. Il y a déjà dans ce bassin 3 générations de Medaka. Because in this species, they reach sexual maturity at 2 months. The purpose of this experiment
Le but de cette expérience est de déterminer si les poissons génétiquement modifiés se reproduisent avec leurs congénères sauvages et si tel est le cas, s'ils leur transmettent leurs gènes et si ces gènes finissent par disparaître au bout de quelques générations. C'est l'une des principales questions concernant les risques écologiques. Si des poissons génétiquement modifiés s'échappent des fermes piscicoles, que se passera-t-il s'ils sont fertiles et se reproduisent avec leurs congénères sauvages? Notre expérience doit répondre à cette question. Afin d'aider Anne Kapuczynski à répondre à cette question, Rick Howard et Bill Muir ont élaboré à l'université de Purdue un logiciel permettant de simuler l'introduction de 60 individus transgéniques au sein d'une population naturelle de 60 000 poissons. Un catalogue de questions est établi. Existe-t-il des stratégies de survie? Y a-t-il des avantages au moment de l'accouplement? La descendance issue d'un croisement est-elle plus résistante? S'ensuit alors une période d'observation, puis de collecte des résultats. Le logiciel peut alors établir des prévisions. Ces expériences ont mis en évidence les avantages des poissons mâles transgéniques sur leurs congénères sauvages au moment de l'accouplement. De fait, les mâles transgéniques sont plus gros que les mâles sauvages et se reproduisent plus qu'eux, soit parce que les femelles préfèrent s'accoupler avec des mâles plus gros, soit parce que les mâles transgéniques ont réussi à écarter leurs congénères sauvages, plus petits. L'avantage des mâles transgéniques sur les mâles sauvages et la préférence que leur accordent les femelles font qu'ils obtiennent plus de 75% des accouplements. Les mâles transgéniques s'accouplant davantage que leurs congénères sauvages, ils transmettent plus rapidement leur patrimoine génétique. Résultat, la population porteuse du gène modifié augmente. Mais la modification génétique réduit la viabilité de ces poissons. À long terme, la population risque de décliner et de disparaître. On pourrait dire que le génie génétique est une erreur vieille de 4 siècles, une erreur qui a commencé avec la révolution cartésienne et l'idée que la vie est une machine. Quand des cartésiens pratiquaient des vivisections sur des chats et des chiens, les glapissements de ces derniers n'étaient pour eux rien d'autre que le ronron d'une machine. C'est une vision purement mécaniste du monde. Au cours des 4 derniers siècles, une partie de la communauté scientifique a perpétué ce mythe mécaniste qui est très dangereux. Ces gens-là considèrent les êtres vivants comme de simples machines et les gènes comme un vulgaire logiciel informatique. C'est une erreur terrible. Ces gens oublient ce qui fait la spécificité des êtres vivants. Ils continuent de traiter la vie comme une machine. La cruauté des scientifiques pratiquant la vivisection est à présent relayée par celle de certains généticiens qui modifient le patrimoine génétique de l'ensemble des êtres vivants sous prétexte que la vie serait une simple machine. C'est pourquoi ils croient dans le génie génétique. Ils manipulent le vivant comme ils manipuleraient des machines. C'est l'erreur fondamentale du génie génétique. Andrew Kimbrell est avocat et écrivain. Il s'intéresse à toutes les questions concernant le génie génétique. Il dirige le CFS, le Centre pour la sécurité alimentaire, une organisation écologiste basée à Washington.
En tant qu'avocat, je suis particulièrement sensible au fait que nous avons pour la première fois de notre histoire défini les plantes, les animaux et même les hommes comme des machines au travers de l'alinéa 101 de la loi sur les brevets qui définit les brevets sur les machines. Le gouvernement des États-Unis a décidé qu'une citrouille, un chien, un être humain ou un singe étaient de simples machines au même titre qu'un réfrigérateur, un grille-pain ou une raquette de tennis, et pouvaient être comme ces derniers brevetés et modifiés. Cette façon d'accepter la modification du vivant et cette position philosophique sont particulièrement choquantes. Cette serre nous servait autrefois d'entrepôt. Il y a un an, nous avons tout enlevé et avons construit un réseau d'approvisionnement en eau. Nous avons maintenant ici environ 150 tonnes d'eau. Hangar désaffecté, serre reconvertie en laboratoire, improvisation et système D. Voilà à quoi ressemble aujourd'hui la recherche sur les risques menée dans le monde par une poignée d'idéalistes. Mais ne serait-ce pas plutôt à l'industrie et à une instance de contrôle public de mener ces recherches? Il est vrai qu'on s'intéresse plus au marché et au profit qu'aux animaux, aux aliments et à notre environnement. Nos recherches sur l'avantage des poissons transgéniques au moment de l'accouplement sont uniques. Aucun autre laboratoire au monde ne compare les poissons transgéniques et leurs congénères sauvages lors de la phase de reproduction. Notre but est d'établir une méthodologie permettant à l'industrie et aux instances de contrôle de tester les organismes et de vérifier s'ils peuvent, sans risque, être introduits dans la nature. Organisms and see whether they would be safe if they enter the environment. La façon la plus probable pour un animal transgénique comme le poisson de se retrouver dans la nature est l'accident, en passant au travers de son enclos. Il rejoint alors l'océan et la population sauvage. Tous les ans, des milliers de poissons s'échappent ainsi. C'est quelque chose de très banal. Par exemple, il y a quelques années, une tempête a touché les côtes de l'État du Maine et a détruit les enclos d'une ferme piscicole qui élevait du saumon atlantique. Résultat, 100 000 spécimens sont partis dans la nature. Les poissons peuvent donc s'échapper en très grand nombre. Les animaux transgéniques constituent indubitablement un risque pour l'environnement, en particulier les poissons, car ils peuvent s'échapper. Comme les fermes d'élevage de saumon l'ont déjà constaté, il est très difficile ensuite de les retrouver. C'est pourquoi, afin d'empêcher ces poissons transgéniques de coloniser l'océan et de s'accoupler avec leurs congénères sauvages, nous sommes en train de mettre au point un poisson qui sera stérile et ne pourra donc pas se reproduire. Qui plus est, ce seront exclusivement des femelles. Elles n'auront aucune raison de revenir dans les rivières pour frayer, puisqu'elles n'atteindront jamais leur maturité sexuelle. Elles resteront donc dans l'océan jusqu'à leur mort. Ce qui est curieux, c'est que les sociétés de biotechnologie s'appellent elles-mêmes sciences de la vie. Or, quand vous évoquez les risques pour l'environnement, ils disent « Ne vous inquiétez pas, nous produisons des poissons transgéniques stériles ». Mais qui va s'assurer que ces poissons sont bien stériles ? Prétendre contrôler la stérilité de millions de poissons est ridicule. Ils vous disent aussi, vous n'avez pas à craindre une pollution biologique des plantes. Grâce à notre technologie, elles s'autodétruisent au bout d'une saison. Il me semble étrange qu'une société prétendant travailler dans le domaine des sciences de la vie prétende que sa technologie ne fonctionnera que si tout sur Terre est rendu stérile. C'est un concept terrifiant. Si j'étais ingénieur et qu'un collègue me disait « j'ai inventé une technologie, le seul problème c'est qu'il va falloir rendre tous les êtres vivants stériles », je lui répondrais « recommence à zéro, ta technologie ne vaut pas un clou ». Mais c'est exactement ce que des gens comme ceux d'Aqua Bounty Farms vous disent.
Nous allons rendre ces animaux stériles. En Norvège, on n'étudie pas seulement les effets des aliments génétiquement modifiés sur l'homme et les animaux. Terje Travik a réuni autour de lui un groupe de chercheurs venus de différents horizons afin d'avoir un état des lieux exhaustif. Ces 20 collaborateurs de l'Institut d'écologie génétique sont spécialistes de biologie moléculaire, d'immunologie, de bioéthique, d'écologie et même de philosophie. L'ensemble de l'écosystème risque d'être bouleversé par l'introduction d'un ADN étranger et peut-être différent, ainsi que par la modification directe des animaux et des plantes. L'éventualité d'une pollution génétique nous inquiète. Nous tentons de faire comprendre au monde qu'une pollution génétique n'a rien à voir avec une pollution chimique, car les produits chimiques ne se reproduisent pas. Même la pire des pollutions chimiques finit tôt ou tard par être circonscrite. Avec l'ADN, c'est tout le contraire, car il se reproduit. Une pollution génétique minime peut donc prendre une ampleur considérable, en théorie. Ce sont tous ces types de risques que nous essayons actuellement d'évaluer. Nous sommes face à de nombreuses questions, mais nous n'avons aucune réponse. À l'instar de ses collègues américains, l'équipe de chercheurs norvégienne s'inquiète des répercussions des organismes génétiquement modifiés hors des laboratoires. L'expérience avec les cultures transgéniques a montré que les conséquences sur l'environnement peuvent être graves. Tout comme le pollen et les plantes génétiquement modifiées contaminent les champs voisins, les poissons transgéniques ne pourront pas être contrôlés. L'homme n'est qu'un maillon de la chaîne alimentaire. L'ensemble de l'écosystème est touché. Thomas Bøhn fait partie de l'équipe de Terje Travik. Il étudie les effets des OGM sur l'environnement. Yes, I have been to Cuba and we have some cooperation with a group. Je reviens de Cuba où nous travaillons avec un groupe de scientifiques. Là-bas, certains poissons transgéniques ont développé des effets secondaires inattendus. C'est le cas du tilapia, un poisson d'eau douce qui grandit 2 fois plus vite que son congénère sauvage, mais qui peut vivre aussi dans l'eau salée, ce qui pourrait avoir des conséquences importantes quant à la diffusion future de l'espèce. Cela prouve qu'une plante ou tout autre organisme transgénique peut soudain se retrouver pourvu de caractéristiques inattendues et indésirables, qui sont les effets secondaires de la modification génétique. Nous ne commercialisons pas la première génération de plantes ou d'animaux que nous produisons, mais nous les observons d'abord.
Dans le cas dont nous parlons, nous en sommes à la 5e génération. Nous ne mettrions jamais sur le marché un poisson présentant des effets secondaires indésirables, qui aurait une croissance trop rapide ou développerait des maladies, par exemple. Nous sélectionnons seulement les poissons qui ne présentent aucun effet secondaire. Qui plus est, nous ne commercialisons ces poissons qu'au bout de la 6e génération, ce qui correspond à une quinzaine d'années d'observation. Ainsi, nous sommes quasiment assurés qu'aucun effet secondaire indésirable ne se produira. Retour aux États-Unis. Les cultures transgéniques sont autorisées depuis 1996. Colza, coton et soja dominent le marché. Certaines de ces cultures ont été modifiées pour produire leurs propres insecticides. Mis à part les effets sur la santé du consommateur, quelles sont les conséquences sur la nature? Telle est précisément la question à laquelle tente de répondre David Andoh, professeur d'entomologie à l'Université du Minnesota. Le maïs, le coton et la pomme de terre génétiquement modifiés, qui produisent leurs propres pesticides, ont été commercialisés avant que tous leurs effets sur l'environnement aient été étudiés. Dans quelle mesure y a-t-il contamination génétique? Quels sont leurs effets sur les insectes non nuisibles? Les insectes nuisibles développent-ils une résistance aux pesticides? Tous ces aspects n'ont pas été étudiés avant la commercialisation de ces semences. Ce n'est qu'après que les gens ont commencé à poser des questions. Pour être honnête, étudier ce genre d'effets nécessite plusieurs années, ce qui pose un problème. Car ceux qui produisent ces semences veulent que ces plantes soient commercialisées le plus vite possible. Parce que plus vite ils les vendront, plus vite ils récupéreront leur investissement. Mais évaluer leurs effets sur l'environnement demande du temps. Aux États-Unis, ce n'est qu'après avoir commercialisé ces semences qu'on a commencé à chercher si elles avaient des effets néfastes. Trying to chase after it and find out whether or not we have any effects and characterize what they might be. So this is a laboratory of insect ecology. Voici le laboratoire d'entomologie. Nous nous intéressons aux différents facteurs qui affectent les insectes dans la nature. Nous étudions, entre autres choses, le problème des espèces menacées d'extinction, notamment une espèce de papillon. Nous travaillons sur les moyens non chimiques de contrôler les insectes nuisibles. Nous étudions également les effets du maïs génétiquement modifié sur l'environnement. Ces recherches portent sur deux aspects. Le premier concerne l'éventuelle résistance aux pesticides de l'insecte nuisible concerné, en l'occurrence la pyrale du maïs. Nous élevons ce ver dans notre laboratoire depuis son apparition ici en 1948. Le second aspect de ces recherches concerne la façon dont ce maïs pourrait avoir un impact sur les insectes non nuisibles. Impact qu'il n'est pas censé avoir, mais qu'il a quand même. L'importance des papillons monarques pour l'écosystème est intéressante. Si cette espèce venait à disparaître demain, cela n'aurait pas un impact écologique très important. Seule une poignée de parasites et de prédateurs dépend d'eux. Ce n'est pas ce qu'on peut appeler une espèce clé. Elle ne fait pas vivre un grand nombre d'autres espèces. Les monarques sont des insectes migrateurs qui dépendent donc de plusieurs habitats à travers le continent américain. Par exemple, un monarque né dans le Minnesota traversera le centre des États-Unis, passera par le Texas pour finalement hiverner au Mexique, où il passera entre 4 et 5 mois. Puis il reviendra dans le sud des États-Unis pour se reproduire.
and then fly back into the southern part of the United States, where they start another generation of monarchs. So what we're doing is we're trying to figure out the relative. Nous essayons de déterminer si les cultures génétiquement modifiées constituent une menace pour les monarques. Le papillon monarque dépose habituellement ses œufs sur une mauvaise herbe, l'asclépiade, qui pousse dans les champs. Mais l'industrie, en développant un nouveau type d'herbicide sélectif qui permet un désherbage à large spectre, a fait disparaître l'habitat du papillon, une conséquence inattendue du génie génétique sur l'agriculture. Je ne pense pas qu'on puisse opposer l'écologie à l'économie. Les monarques ont évolué de manière étonnante. Ce sont les seuls insectes à migrer sur d'aussi longues distances et de manière aussi régulière. Ils sont beaux, ils sont intéressants, et leur seule présence sur Terre leur donne le droit de vivre. Il est important que nous réfléchissions à ce que nous pouvons faire pour eux, pour leur habitat, et que nous arrêtions de nous demander ce qu'ils peuvent faire pour nous. Au vu de notre expérience avec le maïs aux États-Unis, nous savons que la pollution biologique engendrée par les cultures génétiquement modifiées est incontrôlable. On ne peut contrôler ni le pollen, ni le vol des insectes, ni la trajectoire des eaux de pluie, bref, tout vecteur de gènes sur des plantes ou des mauvaises herbes. Les États-Unis ne peuvent pas contrôler ça. Les entreprises refusent de prendre leurs responsabilités et ne sont pas tenues pour juridiquement responsables en cas de pollution biologique. Dans l'avenir, une société comme Monsanto est condamnée à disparaître. Elle a d'énormes problèmes économiques. Pensez aux milliards de dollars perdus à cause de la pollution biologique. Ces milliards de dollars, Monsanto ne pourra pas les payer car elle mettra un jour ou l'autre la clé sous la porte. Si l'on y prend garde, le maïs, le soja, le coton, le blé et le riz finiront par être pollués et peut-être même par disparaître. Tout ça à cause de la politique irresponsable de ces grands groupes. Prenez un champ de maïs dans le Minnesota. Combien d'insectes y a-t-il en pleine saison? Des études ont montré qu'environ 700 espèces d'insectes visitent un champ de maïs par an. 700 species of insects that visit maize every year. Sur ces 700 espèces, de 5 à 10 sont nuisibles. Les 695 autres ne le sont pas. Il y a donc bien plus d'insectes non nuisibles que de nuisibles. Mais en voulant contrôler les nuisibles, il est fort probable qu'on nuise à certaines espèces non nuisibles. L'industrie essaye d'éradiquer 5 espèces d'insectes nuisibles qui causent des millions de dollars de pertes. Mais ce faisant, elle porte atteinte à près de 700 espèces. La scientifique suisse Claudia Zwalen a rejoint l'équipe de David Andow. Elle étudie les effets des insecticides sur les petits organismes. En Norvège comme aux États-Unis, les scientifiques n'en sont qu'au début de leurs recherches, qui n'ont encore fourni aucun résultat probant. Pourtant, les céréales génétiquement modifiées sont déjà sur le marché et l'industrie alimentaire brûle de pouvoir commercialiser les poissons transgéniques. On devrait les retrouver sous peu dans nos assiettes. J'essaie de faire comprendre aux organismes de contrôle public, à mes collègues scientifiques ainsi qu'aux consommateurs qu'il est vital d'évaluer les risques de manière scientifique, car c'est un travail complexe. Il faut étudier chaque espèce de poisson transgénique, établir une méthodologie efficace permettant d'évaluer les risques, et puis essayer de trouver au cas par cas la réponse la plus appropriée. Il existera toujours une zone d'incertitude. Les scientifiques n'auront jamais les réponses à toutes les questions. C'est pourquoi le processus démocratique est important, parce que c'est à la société de décider quelle part d'incertitude elle est prête à accepter, après avoir pesé les avantages et les risques éventuels.
Comme je l'ai déjà dit, notre but n'est pas de nourrir le monde entier avec notre saumon. Le saumon n'est qu'une première étape vers la production de tilapia et de carpes transgéniques, qui contribueront notablement à réduire les risques de famine. Ils ne nourriront pas le monde entier, mais contribueront à l'éradication de la faim dans le monde. Et chaque pas vers l'éradication de la famine, qui touche 800 millions de personnes, est importante. Where you don't have to face starvation, in particular, where you don't have to have 800,000 people, 800 million people a year going to bed hungry. I think that's important. En vérité, les seuls qui profitent des animaux et des plantes génétiquement modifiées sont les entreprises qui détiennent ces brevets. Cela n'améliore pas le goût des aliments, mais cela améliore la rentabilité des élevages et des cultures. Ce n'est vraiment pas bon pour la planète, mais ça l'est pour les détenteurs de ces brevets qui essayent d'avoir la main mise sur notre alimentation. Plus on en saura, plus la résistance sera efficace. C'est pourquoi les lobbies des groupes agroalimentaires font tout leur possible pour interdire l'étiquetage, car il est de leur intérêt de maintenir les consommateurs dans l'ignorance. Chaque fois qu'on va dans un fast-food, chaque fois qu'on achète des légumes issus de l'agriculture traditionnelle, on est responsable des pesticides utilisés, de l'éventuelle cruauté infligée aux animaux, de la destruction des forêts et de la faune sauvage. 70% des espèces menacées le sont à cause de l'élevage aux États-Unis. Nous sommes complices de ce crime moral, que nous en soyons conscients ou non. Il ne s'agit pas juste d'une crise de l'environnement, il s'agit d'une crise morale que nous ne résoudrons pas en restant de simples consommateurs. Nous devons dire non. C'est de nous que viendra la solution ou le problème. Je fais partie des rares biologistes moléculaires à avoir un regard critique. Et je donne de nombreuses conférences à travers le monde. J'y rencontre des partisans du génie génétique très virulents, qui prétendent que de nombreux arguments scientifiques sont exagérés. Il y a en revanche un argument qu'ils ne remettent jamais en cause. C'est qu'un des risques majeurs est que 95% des scientifiques travaillent pour l'industrie et que 5% seulement sont vraiment indépendants. Ça, ils ne le discutent jamais. Je crains donc que la situation soit encore plus grave, car je n'ai pas de chiffres officiels. Il s'agit là de ma propre estimation. Le jour où le pourcentage de scientifiques travaillant pour l'industrie sera de 100 et celui de scientifiques véritablement indépendants de 0, la science aura un sérieux problème. Et la démocratie aussi. But we also have a very, very serious democratic problem, as you may imagine and realize. Dans un instant,